Mathieu, je suis le CTO de TPC. Je m'occupe avec mon équipe de gérer toute la partie technique de notre plateforme. Et je vais animer le webinaire aujourd'hui avec Olivier d'InnovOrder. Donc pour ceux qui ne connaissent pas InnovOrder, bon, tu diras mieux que moi, mais c'est des bornes à destination des restaurants pour faciliter les commandes et faire gagner du temps aux gens qui sont derrière les comptoirs. Ça fait 8 ans qu'ils existent, ils sont très gros leaders sur leur marché et bientôt ils s'attaquent à toute l'Europe. Olivier est CTO et cofondateur et il va nous parler de l'observabilité chez InnovOrder. Si vous voulez tout savoir sur l'observabilité, vous êtes au bon endroit. Donc, en 2 mots, quand on rencontre un problème en prod, ce n'est pas toujours facile de savoir d'où ça vient, surtout dans les systèmes distribués et hébergés sur le cloud. L'observabilité, ça va vous aider à rapidement identifier la source du problème et donc intervenir dessus le plus vite possible pour recover dans les meilleurs délais. Donc, Olivier va nous expliquer comment mettre en place, comment en tout cas ils ont mis en place l'observabilité chez InnovOrder, comment les métriques, les logs, les traces peuvent vous aider à débugger votre système. Toutes ces choses-là, je pense que vous ressortirez avec pas mal d'insights sur le sujet qui devrait bien vous aider. Vous allez pouvoir poser les questions. Je vous invite à poser des questions directement en public, sur le chat public, pas juste host et panéliste, enfin hôte et panéliste, pour que tout le monde les voit, tout simplement. On va enchaîner, du coup. On commence à être assez nombreux, c'est l'heure. Donc, on va lancer le live. Olivier, je te laisse te présenter InnovOrder, la problématique dont tu vas nous parler avec tes propres mots, et puis, puisque les gens vont découvrir, c'est à toi. Eh bien, allez, c'est parti. Alors, je vais déjà commencer par partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais, nickel. Super. Alors, donc déjà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir discuter et vous partager, enfin vous faire un vrai retour d'expérience sur l'observabilité. Donc, comment on l'a mis en place chez InnovOrder, qu'est-ce que c'est déjà, comment ça fonctionne, les différents types d'observabilité, les choix qu'on pourrait avoir quand on met en place ça. Donc, on va parcourir ces différentes choses au sein de la présentation. J'ai essayé d'être assez complet. Alors déjà, on commence. Quels sont déjà nos challenges côté InnovOrder? Donc, comme l'a dit Mathieu, côté InnovOrder, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une plateforme pour la restauration. Donc, on va avoir tout un tas de produits. Et notre difficulté, c'est qu'on a justement beaucoup de produits. Donc, on a 15 produits qui vont être interconnectés les uns aux autres avec d'un côté des plateformes de commande. Ça peut être de la commande en ligne en marque blanche, ça peut être de la borne de commande, ça peut être du système embarqué type application Android, comme un système d'encaissement, la gestion de la cuisine, des statistiques, etc. Ce qui fait qu'on a beaucoup de flux à différents endroits et surtout ces flux, ils sont interconnectés et donc on a des objets qui vont transiter de produit en produit. Et côté back-end, on va avoir, donc déjà on a beaucoup de front et après évidemment côté back-end, on a aussi une architecture qui est distribuée, ce qui rend d'autant plus complexe le debug. En plus de ça, on a un certain nombre de challenges, on va dire, inhérents à notre marché. Alors déjà, d'un côté, on a un produit qui est à forte affluence. Aujourd'hui, on gère à peu près 1% des commandes en France. On est sur un chemin critique, puisque du coup, on gère des ventes, on gère du paiement. Et donc, forcément, on est sur le chemin critique de nos restaurateurs. Donc, autrement dit, on a besoin d'être hyper rapide quand il y a un incident et limiter au maximum les incidents qui peuvent arriver jusqu'à la production, parce qu'on attend d'un système d'encaissement qui soit robuste et qui puisse résister vraiment à toute épreuve. On a un domaine métier complexe, comme je disais au début, des produits interconnectés. On est sur un domaine qui est en plus fortement réglementé. Voilà, hein, la fraude à la TVA, donc il y a une norme qui est liée à ça, la fiscalisation, la norme NF 525, donc tout ça, c'est hyper réglementé. Donc autrement dit, il faut aussi qu'on puisse être sûr de ne pas créer des régressions et d'avoir une observabilité sur cette partie réglementation. Et enfin, on doit aussi itérer rapidement parce que on est sur un marché qui est très actif. Et donc, il faut qu'on sorte des nouvelles fonctionnalités en continu. Et donc, l'enjeu derrière, c'est d'éviter de créer un maximum de régression. Et aussi, ce qui va de pair, c'est que si on crée une régression, pouvoir la résoudre la plus rapidement possible. Ça, c'est tous nos différents enjeux. Et donc,
on considère que l'observabilité, c'est un peu notre moteur de l'innovation rapide, puisque ça va nous permettre de justement itérer rapidement, on itère rapidement, on expérimente, on observe ce qui se passe d'un point de vue métrique, d'un point de vue stat, on s'assure qu'il n'y a pas des régressions, et s'il y a des régressions, ça nous permet d'itérer très rapidement. Et donc, on va déjà commencer par la définition. Qu'est-ce que c'est que l'observabilité? Alors, l'observabilité, donc j'ai tout naturellement demandé à ChatGPT qu'est-ce que c'était. Donc l'observabilité, c'est un ensemble de techniques et d'outils qui permettent de collecter, de stocker, d'analyser et de visualiser les données relatives au fonctionnement d'une application en temps réel. Donc là, on a plein de mots-clés importants: collecter, stocker, analyser, visualiser, et temps réel, et sur le fonctionnement d'une application. Donc concrètement, pourquoi c'est important? On a des applications, en fait, il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. D'un côté, des applications modernes qui sont de plus en plus complexes et distribuées. Voilà, on parle d'architecture en microservices, on parle, il y a tout un tas de front-end, on a une multiplication des fronts, une multiplication du back. Donc l'enjeu, c'est d'identifier une requête de bout en bout et de savoir ce qui se passe sur toute la chaîne. Et donc, le fait qu'on a des applications qui sont distribuées, ça rend difficile la compréhension des comportements et des interactions entre les composants. Plus de ça, on cherche à détecter rapidement des erreurs, détecter rapidement des bugs, des problèmes de performance, et on veut les résoudre plus rapidement. Donc l'observabilité va nous aider à faire ça beaucoup plus vite, en nous donnant justement beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le système. Et il faut voir ça un peu comme un job de détective. On va avoir des indices, et donc finalement, plus on a d'indices, plus on peut converger rapidement. On souhaite aussi améliorer la qualité de nos applications. Puisqu'on comprend mieux comment les applications se comportent, eh bien, on peut anticiper des problèmes, on peut les détecter plus rapidement, et ça va du coup dans le sens de la qualité pour nos utilisateurs, pour sortir des applications qui fonctionnent bien. Et enfin, on améliore aussi la collaboration entre les équipes impliquées dans la partie développement, puisque si on a une bonne observabilité, derrière, ces informations, elles sont partageables, et donc quand on a un incident et qu'on a plusieurs équipes qui vont travailler sur le sujet, on va pouvoir regarder sur les outils de manière centralisée et converger beaucoup plus rapidement ensemble. Alors, l'objectif du coup, c'est comprendre plus vite ce qui se passe. Finalement, on va avoir un incident qui va se déclarer. Cet incident, il va se représenter sous plusieurs formes. On peut avoir des incidents, en fait, alors ça ne vient pas forcément du client, hein, ça peut être des choses qui proviennent des outils internes. Et d'ailleurs, plus on a une observabilité qui marche bien, et moins on a des remontées qui proviennent. En fait, en général, on le sait avant que nos clients le savent. Et ça, c'est un point assez clé. Souvent, quand on a une observabilité qui marche bien, c'est un critère assez important. Quand on commence à voir, avant que nos clients nous remontent les différents problèmes, c'est là où on commence à toucher du doigt les bienfaits de l'observabilité. Et donc du coup, ce qu'on cherche à comprendre, il y a plusieurs types d'informations qui peuvent exister sur notre système. On a les choses connues et les choses inconnues. Les choses connues, c'est, alors déjà, on a ce qu'on appelle les non-known, les choses qu'on comprend et dont on a conscience. Les unknown, les non-unknown, c'est les choses qu'on a conscience, mais qu'on ne comprend pas. On a les unknown, les choses qu'on n'a pas conscience, mais qu'on comprend. Et on a les unknown, les choses dont on n'a pas conscience et qu'on ne comprend pas. Donc finalement, l'observabilité, il va se concentrer précisément sur les unknown. Et c'est ce qui va différencier d'un monitoring par rapport à la partie monitoring versus observabilité. L'observabilité va un cran plus loin, puisqu'on essaye de comprendre les unknown. Et finalement, notre but, c'est de basculer progressivement toutes les inconnues vers des choses connues. Du coup, comment on bascule des inconnues qu'on ne connaît pas, on n'a même pas conscience qu'elles existent, vers des choses connues? Eh bien, c'est avec des stratégies d'observabilité qu'on arrive à faire ça. Donc, on va prendre un exemple pour comprendre un peu le mindset de l'observabilité finalement. C'est le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est il y a une anecdote qui est souvent racontée pendant la Seconde Guerre mondiale.
c'est les avions, voilà, les avions qui revenaient. On voyait les avions revenir avec des impacts de balles. Et donc, on se posait la question de se dire, OK, c'est quoi les parties qu'il faudrait renforcer sur les avions pour faire en sorte qu'ils résistent mieux. Et donc, on voyait arriver que des avions avec des impacts de balles. Donc au début, le biais qu'on pourrait se dire, c'est de se dire, ah ben là, hop, on va aller corriger les différents impacts qu'on voit ici, là, sur ce schéma. En fait, si on fait ça, il y a une sorte de, ce qu'on voit pas ici, et c'est justement les unknown, ce qu'on voit pas, c'est justement les avions qui sont pas revenus. Et les avions qui sont pas revenus, finalement, potentiellement, ils ont des impacts qui sont à d'autres endroits que les avions qui sont revenus. Et donc, c'est un peu contre-intuitif, mais dans ce cas-là, ce qu'on ferait, c'est plutôt protéger les zones où il n'y a pas eu de balles, parce que les avions qui ne sont pas revenus, il y a de fortes chances qu'ils aient reçu finalement un impact à un endroit différent des avions qui sont revenus. Et donc, le mindset de l'observabilité, il est vraiment là-dessus, c'est de se dire, bon, OK, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? C'est quoi les données manquantes qui font qu'en fait, on n'a pas toute l'histoire devant les yeux? Et notre but, ça va être de mettre en place des mécaniques qui vont nous permettre de trouver les endroits où il manque de la donnée, les endroits où on n'a pas une bonne vue, les endroits où il y a des inconnus. Donc finalement, il faut se concentrer sur ce qu'on ne peut pas voir, les inconnus. Et si la cause première d'un échec elle reste invisible, autrement dit les impacts de balles dans notre exemple, l'avion il pourra être abattu à nouveau. Et notre but, c'est de créer une boucle itérative où les problèmes peuvent arriver, mais ils ne peuvent pas arriver deux fois. Donc notre enjeu, ça va être d'avoir un monitoring assez fort. Et si jamais on a quelque chose qui passe au travers, eh bien, mettre en place des mécaniques de résolution qui vont permettre derrière que ça ne passe qu'une seule fois, mais que la deuxième fois où le problème se repose, qu'on puisse avoir les bons outils qui nous permettent de déterminer très rapidement les causes racines. Alors, maintenant qu'on a dit ça, concrètement, l'observabilité chez Novorder, comment on l'a mis en place, comment ça fonctionne? Alors déjà, il y a 3 piliers à l'observabilité. Et ça correspond finalement un peu aux 3 questions qu'on peut se poser quand il y a un incident. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Et ça va être reflété par des métriques. J'ai une chute dans mes temps de latence, j'ai des problèmes, j'ai des erreurs qui augmentent, j'ai des erreurs 500 qui apparaissent sur nos API, ou alors des métriques métiers, j'ai un nombre de commandes qui commence à diminuer. Et après, une fois qu'on a une métrique qui décroît ou qui présente un problème, la question qui va arriver juste derrière, c'est où est-ce que ça se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça se passe? Donc là, où est-ce que ça se passe? C'est les traces, ce qu'on appelle le tracing. Et donc, on va rentrer un peu dans le détail de concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Et enfin, une fois qu'on a les traces, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Et ça, en général, on va plutôt le trouver dans les logs. Donc ça, c'est nos 3 piliers. Alors, on rentre dans le vif du sujet directement. Donc déjà, métrique plus alerte. D'un point de vue métrique, on a une stack qui est assez généralisée. Donc chez Novorder, nous on utilise pour tout ce qui est monitoring, on va avoir, donc pour affichage des graphiques, on va plutôt utiliser Grafana. Tout ce qui est gestion des alertes, on va se baser sur Alert Manager. Donc là, on est vraiment que sur des outils open source, Grafana Alert Manager. Derrière, la stratégie d'alerte, elle n'est pas forcément uniquement sur un seul outil. Donc, on va également utiliser Elastic pour remonter certaines alertes basées sur les logs, basées sur des métriques qu'on pourrait obtenir via nos outils de monitoring directement sur Elastic. Et après, tout ça, ça va être connecté à des outils pour recevoir les alertes. Donc, on va avoir d'un côté Slack pour tout ce qui est notification. Ça, c'est des alertes, on va dire, communes. Ça comprend les alertes critiques, les alertes majeures, les alertes mineures. Et PagerDuty pour des politiques d'escalade un peu plus poussées. L'idée derrière PagerDuty, ça va être de pouvoir connecter les alertes qu'on définit à des politiques d'astreinte, d'escalade. Donc voilà, une personne. Donc admettons, on a une certaine personne qui est en astreinte. D'un coup, elle peut plus, elle répond pas.
elle ne peut pas répondre, elle n'a pas vu les alertes, eh bien, comment j'escalade finalement à la personne d'après et comment je définis des politiques automatisées pour pouvoir répondre à ça. Donc, on a d'un côté la partie métrique alerte. De l'autre côté, la partie métrique alerte, elle n'est pas uniquement sur… en fait, les alertes, elles vont être à plusieurs niveaux. On va avoir des alertes qu'on peut déclarer au niveau du front, des alertes qu'on déclare au niveau du back, mais aussi donc au niveau du back et le back à plusieurs niveaux également. Ça va être des alertes sur l'infrastructure, des alertes applicatives, etc. Donc typiquement, là, je vous présente un outil qu'on utilise, ça s'appelle Commodore. Donc ça, c'est un outil qui est vachement utile pour comprendre ce qui se passe justement d'un point de vue infrastructure. Donc là, c'est un screenshot directement de notre environnement. Ce qu'on peut voir ici, c'est on voit 9 événements et on voit une sorte de timeline avec des petits ronds là qu'on voit apparaître ici. Ces ronds représentent des événements qui sont arrivés sur le système. Alors, c'est assez intéressant parce que du coup, ça nous donne une vue sous la forme d'une timeline de nos déploiements et de ce qu'on est en train de faire. Et ça, on le relie au reste de notre infrastructure. Donc, c'est assez intéressant parce qu'en général, quand des incidents sont remontés, il s'est passé quelque chose. Donc, on va, par exemple, le point de départ, ça peut être le déploiement d'une nouvelle version de l'applicatif. Donc, c'est intéressant d'avoir une vue timeline où on va se dire, bon, OK, qu'est-ce qui s'est passé temps 1? Ah ben là, je vois que je viens de déployer notre service API. Ah ben le service API, il est passé, il a scale up de 11 réplicas à 13 réplicas, etc., etc. Et peut-être que quand il va scale je dis des choses, enfin c'est juste à terme d'exemple, mais par exemple quand on passe de 20 réplicas à 30 réplicas, peut-être que d'un coup on va voir apparaître des erreurs ailleurs. Ça peut indiquer du coup des problématiques liées au fait qu'on a scalé notre nombre de réplicas sur nos API. Et en fait, la problématique, ça va être de se dire, bon, bah, comment j'ai une vue la plus complète possible parce que les incidents, ils peuvent provenir de plein d'endroits différents. Ça peut provenir, si on fait couche par couche, de la couche la plus basse à la couche la plus haute, on peut avoir des incidents à tous les niveaux. Alors aujourd'hui, quand on est sur du cloud, tout est virtualisé, donc on est moins sujet, et encore, on est moins sujet aux incidents, on va dire, hardware, mais ça arrive encore. Ce qui fait qu'on peut avoir un pod qui tombe, un pod qui crache. Si notre application elle n'a pas été développée pour gérer ça proprement, quand il y a un pod qui crache, est-ce que mon appli elle va s'arrêter de la bonne manière? Eh bien, ça peut créer des incidents. On peut avoir des problématiques de j'ai un process qui s'arrête en plein milieu, je n'avais pas prévu qu'il s'arrête en plein milieu, et donc je suis sur un entre-deux. Et donc, quand on arrive dans des problématiques comme ça, il faut savoir le débugger. Et des outils comme Commodore donnent des vues justement sur ce qui s'est passé d'un point de vue infrastructure au niveau le plus bas. Et après, on va pouvoir remonter progressivement sur les différentes couches pour essayer de comprendre à quel endroit on a eu un problème. Alors évidemment, tout ça, ça va être connecté aux autres outils et je vais y revenir après. Parce que notre stratégie d'observabilité, c'est un ensemble d'outils qui vont être interconnectés entre eux et qui vont nous permettre de voir ce qui se passe et surtout de pouvoir remonter la chaîne simplement. Donc ici, c'est les différentes alertes. Donc là, pareil, j'ai pris des screenshots de chez nous. Donc on y voit plusieurs choses. Tout en haut à gauche, c'est notre monitoring Google Cloud. Donc là, il nous dit qu'on a un certificat sur InnoVerder FR qui va expirer. Donc ça arrive sur notre slide directement. En dessous, on voit Alert Manager qui nous dit qu'il y a un problème de capacité sur une certaine ressource. En haut à droite, on voit PagerDuty qui nous envoie des alertes, lag de réplication, etc. Et en bas à droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit des alertes qui proviendraient d'autres plateformes. Parce qu'il y a aussi un point qui est important, c'est que le monitoring, très souvent, on va dépendre d'autres plateformes. Par exemple, je vais faire du paiement, je vais peut-être dépendre d'une plateforme de paiement. Je fais de l'autorisation, je fais de la connexion, peut-être que j'utilise un identity provider bien spécifique, et ainsi de suite. Ce qui fait que un incident chez un third parties, chez un provider, peut créer des incidents chez moi. Et donc, c'est hyper important d'avoir une vue aussi sur ces third parties, parce que sans ça,
on peut pas, en fait, on converge moins vite et on peut perdre du temps à se dire: «Ah bah, attends, là, j'ai un problème sur mon service d'authentification, qu'est-ce qui se passe?» de bout en bout et quand on y regarde de plus près, bah, c'est le third party qui a un souci et donc si on l'avait su d'entrée de jeu, on aurait pu déjà communiquer là-dessus et cetera. Donc avoir aussi un monitoring des third parties, c'est très, très important. Donc là, maintenant, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, sur la partie distributed tracing. Donc très souvent, on a, plusieurs services côté back-end, qui vont fonctionner entre eux. Donc la question, c'est comment on trace, ce qui se passe au niveau des services. Alors là, pareil, il y a plusieurs, stratégies. On peut utiliser, des stratégies type, Prometheus, utiliser, de l'OpenTelemetry pour remonter, tout un tas de données. Nous, c'est pas le choix qu'on a fait. Côté InnoVorder, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche en fait à centraliser, la majorité de nos monitoring au même endroit. Donc on va utiliser une plateforme, de monitoring qui est la plus complète possible. Donc aujourd'hui, nous, on a fait le choix de se baser, sur Elastic, parce qu'Elastic offre quasiment toutes les briques qu'on a besoin et donc on va utiliser chacune des briques et on va les mettre en place sur tous, nos différents applicatifs, qu'ils soient front ou qu'ils soient back et après on va venir compléter, le monitoring d'Elastic avec des agents supplémentaires, qui viendraient, par exemple, typiquement ce que j'ai présenté avant, Commodore. Ça va être, ça nous permet d'avoir une vue complète, sur ce qui se passe d'un point de vue, Kubernetes, ce qu'offre pas aujourd'hui Elastic et de l'autre côté, on a plutôt, des remontées d'erreurs où on va utiliser des outils comme Sentry. Et donc, d'un point de vue, monitoring, on utilise ce qu'on appelle, l'APM, donc Application Performance Monitoring. L'APM, ce qui est fort là-dedans, c'est que ça va nous donner une vue sous la forme d'une waterfall. Et donc, on va voir, ce qui se passe, étape après étape, avec une requête qui est du coup décomposée. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une requête, toute simple là, qui répond 400. Bon, ben, ici, on peut voir, dans le graphique en haut, on va voir déjà, la distribution de la latence. Ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir du coup filtrer sur des endroits qui nous intéressent en termes de latence, les requêtes qui répondent vite versus les requêtes qui répondent lentement. Donc parfois, on peut avoir des remontées, clients, qui, nous disent: «Ah ben, telle API est lente» et cetera. Puis, le développeur va faire la reproduction, puis en fait, il reproduit pas, sur sa machine, l'API répond rapidement. Donc la question, c'est que, ben, du coup, comment on fait? Et donc là, ce qui est pas mal ici, c'est qu'on va pouvoir du coup filtrer. En fait, on peut se balader sur le graphe en haut, sur la distribution de la latence. On va pouvoir du coup filtrer sur les requêtes qui sont très lentes. Essayer de regarder qu'est-ce qui fait que c'est lent. Et il y a des outils de corrélation automatisés qui vont pouvoir nous dire, ah ben là, ce qui change par rapport à tes autres requêtes, c'est telle et telle variable. Et là, du coup, on va pouvoir se dire, ah ok, donc ça provient potentiellement de là, et ça nous donne des indices supplémentaires pour pouvoir résoudre le problème. D'autres points qui sont intéressants là-dessus, c'est que, ici, vous voyez, on a la partie timeline. Donc la partie timeline, ça va nous permettre, voilà, d'avoir vraiment une décomposition, de notre requête avec tous les composants qui sont liés. Donc ici, on voit qu'il y a 3 composants, enfin 2 composants, enfin 3. On a le composant API, qui, du coup, s'occupe d'exécuter la requête. On a un composant ici Redis. On voit qu'il y a du caching, donc c'est un composant qui va assez vite, hein, 500 microsecondes. Et après, on voit qu'il y a du composant, MySQL, qui exécute des requêtes. Donc différentes requêtes, les unes derrière les autres. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'après on peut aller creuser. L'APM va nous donner quelle requête a été exécutée pour cette transaction-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les entrées? C'est quoi les sorties? Et après derrière, on va pouvoir regarder les métadatas. Donc métadatas, c'est finalement, en tant que donc là, on est sur une trace, donc on a une requête qui a été traquée de bout en bout. Eh bien, on va avoir des métadonnées qui vont être liées. C'est quel client? À quel moment il a fait ça? Sur quel cluster? Dans quelle région? Et cetera et cetera. Et de l'autre côté, on va également avoir les logs. Et les logs, puisqu'on a tout centralisé au même endroit, on va pouvoir du coup, finalement, identifier la requête de bout en bout et dans cette notion de contexte, associer du coup, des logs à cette trace. Et ça, c'est, pareil, hyper important parce qu'on souhaite avoir le max d'infos le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la partie tracing, APM. À ça, vient se rajouter alors l'APM, c'est quelque chose qu'on met côté back-end, mais du coup, la question peut se poser côté front-end. Comment je fais finalement pour remonter, des logs côté front? C'est la même chose. C'est, on va dire l'équivalent, de l'APM côté back,
ce qu'on appelle le rhume côté front. Parce que la subtilité, c'est que côté front, notre front, il tourne sur plein de navigateurs différents, sur plein d'utilisateurs différents, tandis que côté back-end, c'est toi qui contrôles les machines. Donc, du coup, côté front, c'est du Real User Monitoring. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un tag JS qui va tourner directement côté front et qui va en fait analyser ce qui se passe côté front-end. Alors là, il y a tout un tas d'API qui sont exposés par les navigateurs. Ces API, elles sont du coup traquées par ce tag-là et elles vont nous remonter directement. Donc, on va pouvoir voir combien de temps fait chaque appel, c'est quoi les différentes third parties qui peuvent créer des problématiques, etc. Et pareil, on va pouvoir relier du coup le front avec le back directement dans une vue unifiée, puisque du coup, nous, on utilise la même plateforme, donc ça nous permet finalement d'avoir un ID de requête unique end-to-end du front jusqu'au back. Et alors, ce qui est cool avec ça, c'est que du coup, maintenant qu'on a un ID end-to-end du front jusqu'au back, bah, ça permet à notre système d'avoir une map qui se crée automatiquement. Donc, on a toutes les dépendances entre tous nos services qui se créent de manière dynamique. Donc ici, là, on peut le voir. Là, je prends un petit screenshot. Bon, alors, j'affiche pas tout, mais de ce qu'on voit, c'est qu'on a notre front, commande en ligne, qui communique à notre API. Cette API, elle communique avec PubSub pour communiquer avec d'autres services. Avec Stripe, parce qu'on l'utilise pour faire du paiement. Et on voit aussi les 2 bases de données qu'on voyait tout à l'heure. Ça, c'est vachement cool parce que ça nous permet d'avoir une carte qui est dynamique et donc d'éviter de devoir passer tout le temps du temps à remettre à jour la doc vis-à-vis de ces services, puisque là, du coup, c'est créé dynamiquement en fonction du trafic. Après, du coup, donc on a vu la partie métrique alerte, la partie APM, la partie Real User Monitoring. Et donc, ce qui manque, c'est la partie log. Maintenant qu'on a vu les traces et le monitoring, comment on fait le lien avec les logs? De la même manière, en fait, comme je vous disais, la clé, c'est d'avoir un ID de requête unique. Et donc, du coup, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va générer cet ID de requête unique au plus tôt. Et après, cet ID, il va être transféré dans toutes nos requêtes et dans tous nos échanges. Ce qui nous permet, à la toute fin, également, pour une requête donnée, de pouvoir afficher du coup les logs associés. Et donc ici, je vais avoir tous mes logs directement, soit dans une vue stream. Donc là, bon, c'est un peu bourrin, j'ai tous mes logs. Je peux faire des recherches, etc. Ça, c'est pas mal. Mais surtout, la vue qui est intéressante, c'est la vue qui est la vue, on va dire, deep dive, dans laquelle je peux taper des requêtes, dans laquelle je peux faire des recherches selon tout un tas de critères. Et surtout, je peux utiliser aussi des champs qui me sont propres. Et donc, en l'occurrence, nous, l'ID unique de requête, on peut l'utiliser dans ces logs-là pour afficher les différents logs qui nous intéressent. Donc là, ici, on est sur 15 heures de log. On est sur déjà 25 millions de logs. Donc, très rapidement, les volumes, ils sont énormes. Donc, nous, notre enjeu, c'est de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Donc, c'est hyper important de pouvoir, en fait, rentrer par la requête, pouvoir se dire, bon, là, l'utilisateur, il a fait quoi comme requête exactement quand on veut reproduire un incident. Ensuite, à partir de la requête, on peut du coup voir les différentes traces qui existent. À partir de ces traces, retrouver les logs. Et après, du coup, finalement, au lieu d'être à 25 millions de logs, on va être à une centaine de logs sur une requête bien spécifique. Et c'est là où on va pouvoir converger. Et alors, tout l'enjeu, comme je disais, c'est travailler sur des indices. Donc, c'est un système complexe et forcément, c'est itératif. Donc, on commence par une mesure de niveau, on approfondit, on démêle sur des observations plus fines et puis on recommence. Vraiment ça, la clé côté observabilité. Et alors, si on doit résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire en un seul schéma, je dirais que c'est un peu ce schéma-là. C'est le schéma ultime. Et donc, concrètement, ici, on a d'un côté à gauche la partie front-end. Donc, sur le front-end, on va y mettre en place du Real User Monitoring, Sentry pour tout ce qui est remontée d'erreurs, et des monitors pour avoir des alertes. Donc, ça va être des monitors de uptime, des monitors sur le nombre d'alertes, justement, parce que Sentry va remonter des alertes. Donc, c'est bien d'avoir des alertes sur le nombre d'erreurs qui sont remontées. Idem, quand tu fais du Real User Monitoring, tu peux monitorer du coup ce qui se passe côté front, les moments où l'utilisateur est bloqué, les parcours, est-ce que le front il a craché,
la perf du front-end. Donc, tu peux aussi faire des alertes sur, par exemple, les core vitals de Google, etc. Donc, tout ça, c'est notre front. Côté back, en fait, on va être sur une stack très similaire finalement. On va avoir donc l'APM qui est l'équivalent du run, le Sentry, la partie log, tout un tas de monitoring. Et à ça, on va rajouter Commodore qui nous donne un peu une vue centrale côté Kubernetes. Et après, du coup, les third parties. Les third parties, comme c'est des boîtes noires pour nous, on va plutôt les monitorer avec voilà, des monitoring externes. Et ce à quoi on va un peu plus loin, on écoute aussi tout ce qui est statut page, on écoute tous les flux RSS qui sont liés à ça, pour avoir des notifs dès qu'il y a des changements en fait de status directement sur nos providers. Ces trois, on va dire, chaînes d'observabilité, on va les unifier au sein de notre plateforme. Et après, derrière, on fait de l'alerting. Donc, soit via notre stack élastique, soit via Alert Manager. Et cet alerting, après, en fonction des cas, c'est via Slack, via email, via PagerDuty, en fonction, on va dire, de la criticité. Donc, on va venir, au moment où on va définir nos alertes, on va venir finalement taguer les alertes qu'on fait. Et voilà, c'est pas pareil d'avoir l'API qui est down pour 100% de nos clients ou alors une certaine erreur qui apparaît de temps en temps. Donc, on va avoir des niveaux de criticité différents qui vont alerter plus ou moins de monde en fonction du niveau de criticité. Et tout ça, ça se définit justement dans PagerDuty. Et donc, hyper important d'intégrer les outils ensemble. Donc là, typiquement, ce qu'on voit, c'est que ici, donc ça, c'est sur notre vue, par exemple, Commodore. Donc, sur Commodore, on voit voilà, donc l'environnement de dev. Notre environnement de dev, là, on a déployé notre API. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est relié à tous nos différents outils. Donc, je peux aller voir l'APM, je peux aller voir les logs, je peux aller voir les Sentry directement reliés à cette release-là, précisément. Ça va me permettre de distinguer peut-être un incident qui serait apparu avec le déploiement que je viens tout juste de faire. Et ça, c'est assez important. Et en fait, même au-delà de ça, ce qui va être important, ça va être, on parle beaucoup d'outils techniques. Donc voilà, j'ai parlé de Sentry, de Commodore, d'Elastic. Mais ça va être aussi important d'intégrer ça à vos outils opérationnels. Donc en l'occurrence, nous, on a tout un pôle opérationnel qui va s'occuper du support, qui va s'occuper des remontées clients. Et donc, leur outil principal de gestion d'incidents, c'est Zendesk. Et donc, hyper important de pouvoir finalement relier de bout en bout un incident avec Jira, avec Zendesk, parce que quand on va calculer à la fin, notre but, c'est de diminuer le temps de résolution d'un incident. Et donc, pour un client, le temps de résolution d'un incident, c'est finalement le moment où il a remonté cet incident à quelqu'un chez nous et le moment où on lui dit que c'est résolu. Et donc, l'enjeu, ça va être d'avoir cette chaîne-là qui est la plus courte possible. Donc, c'est pour ça que l'automatisation, c'est hyper important, parce que quand on va avoir un incident qui va être remonté, il y a un ticket Zendesk qui est créé. Du coup, l'enjeu, c'est que ce ticket Zendesk, il soit dupliqué automatiquement dans Jira, et qu'après, derrière, on puisse, à partir du Jira, retomber sur le code, pouvoir aller creuser dans Sentry, dans Commodore, dans Elastic, etc. Donc, c'est un écosystème complet. Et ça, c'est vraiment la clé, en fait. Finalement, c'est le lien aussi entre les outils, parce que souvent, on a une déperdition entre le moment où voilà, j'arrive à catcher sur Sentry une certaine erreur. Et en fait, je vais essayer de trouver les logs qui vont avec. Et là, nous, on a observé parfois, il y a des vrais problèmes pour retrouver les logs. C'est pour ça que l'intégration entre les outils, c'est hyper clé. Donc, comme je disais, on intègre tout, on notifie. Et enfin, le dernier point, c'est la partie problem solving. Parce qu'on a débugué plus vite, c'est aussi un process continu. Et ça, c'est hyper important de le garder en tête, c'est que la plateforme d'observabilité qu'on met en place, elle va répondre à tout un tas de problématiques à l'instant T. Mais comme on l'a dit au début, il y a des unknown, il y a peut-être des choses que je n'ai pas du tout vues, que je n'ai même pas pensé à monitorer. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'avoir une boucle itérative qui puisse nous dire, bon, là, il y a un trou dans la raquette. Comment j'analyse, je fais un peu ce mortem finalement, j'analyse qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cet incident, pourquoi on ne l'a pas vu de manière proactive et comment je mets en place des actions
qui vont permettre de couvrir quelque chose qu'on ne couvrait pas avant. Et aussi, souvent, ce qu'on oublie dans ces plans d'action, c'est le check. Donc, comment je m'assure que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, en fait, les actions que j'ai mises en place ont bien eu les effets escomptés. Et donc c'est une méthodologie. On voit souvent ça en ligne, hein, c'est le daily problem solving. C'est voilà, toujours faire en place des analyses de la résolution de problèmes, se dire: «OK, ce problème est arrivé, pourquoi il est arrivé? Pourquoi on l'a pas vu? Comment on le résout? Comment on vérifie qu'on l'a bien résolu?» Et faire ça en boucle tout le temps. Et donc ça, on y travaille énormément chez Novorder en l'occurrence. C'est un truc quotidien dans toutes les équipes, parce que le but, c'est tout le temps de s'améliorer. En fait, c'est OK, hein, de s'être raté, d'avoir un incident qui est passé en prod, c'est complètement OK. Par contre, ce qui est pas OK, c'est d'avoir 2 fois le même problème. Et donc, comment on met en place des mécaniques qui, font en sorte qu'un problème n'arrive qu'une seule fois au plus. Alors, je vois qu'il est 37. Je ne sais pas si on a le temps pour faire une live démo, Mathieu? Non, ça va être un petit peu juste, Olivier, désolé. Ouais, OK. Alors, on va passer, du coup, sur les résultats. Et donc, du coup, ça a servi à quoi tout ça? Donc nous, notre process, hein, de mise en place d'observabilité, on a commencé, alors évidemment, on a commencé il y a à peu près 8 ans, hein, quand on a créé la boîte. Au tout début, on avait, je pense qu'on avait mis, juste quelques outils de remontée d'alerte. Et au fur et à mesure qu'on a construit la plateforme, au fur et à mesure qu'on a augmenté, aussi les contraintes autour de la plateforme, des clients grands comptes, et cetera, eh bien, ou alors des engagements sur des SLA, eh bien, on a mis en place des outils de plus en plus importants. Et aujourd'hui, avec tout ce que je vous ai montré, donc quand même une vue front, back, infrastructure, unifiée, connectée à tous nos outils end-to-end, ce qu'on observe, ce que je vais vous montrer, c'est l'impact sur le lead time. Donc le lead time, on le mesure entre la remontée d'un incident client jusqu'au problème résolu côté client. Donc, c'est-à-dire que ça mesure vraiment end-to-end. C'est pas uniquement la mesure de c'est pas que côté tech, c'est vraiment de bout en bout d'un point de vue client. Ce qu'on a observé, c'est que en l'espace à peu près d'1 an, on a quasiment en l'espace en 3 mois à peu près, j'ai mis 2 mois, je dirais que c'est plutôt 3 mois. En l'espace de 3 mois, on a divisé par 20 le lead time de résolution d'incidents. Et ça, c'est dû, au fait qu'on a une observabilité qui est plus forte. Donc en fait, l'idée de fond, c'est qu'on a cette chaîne, on veut l'optimiser. Et donc, sur l'investigation tech, on a gagné, en temps. En termes de correctifs déployés, ici, on gagne assez peu parce que finalement, c'est quand on a de l'automatisation, on gagne assez peu. Donc, en fait, les 2 endroits où on peut gagner du temps, ça va être principalement la remontée d'un incident. Comment, entre le moment où un incident est remonté côté, Zendesk, jusqu'au moment où il arrive dans les mains de la tech et au moment de l'investigation. Et souvent, le temps le plus long, il est plutôt côté investigation. Donc nous, ce qu'on observe, c'est une division de quasiment par 20, du temps, de résolution d'incidents grâce à la mise en place de ces outils-là. Voilà, merci beaucoup, pour votre écoute. Et je crois qu'on va passer aux questions. Donc ça sera un grand plaisir, de répondre à vos différentes questions, sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Olivier, c'était super intéressant. Avant de faire les questions, on va faire un petit sondage en interne le temps que les questions arrivent. Il y en a déjà quelques-unes de très intéressantes, mais on va laisser le temps aux gens d'en poser d'autres. Et pendant ce temps-là, ce que je vous propose, c'est un petit slido. Donc, on va vous mettre un QR code à l'écran que vous pouvez flasher et qui vous enverra sur un sondage. Donc, l'idée, c'est de savoir ce que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez, vous, dans vos entreprises, les gens qui participent, une stack d'observabilité? Est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que vous ne le faites pas intentionnellement parce que ce n'est pas encore le bon moment? Donc là, Sarah nous partage son écran. Il y a un petit QR code à flasher qui vous permettra de répondre au sondage. Pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu de TPC. Donc, nous, chez TPC, ce qu'on fait, c'est on se définit comme les copilotes du recrutement pour les startups et les scale-up plutôt ambitieuses. Concrètement, on aide les entreprises et les talents à se rencontrer sur des métiers product, engineering, design et data. On a à peu près 600 entreprises tech partenaires, 10 000 talents sélectionnés dans nos membres, et on est actif sur tout le territoire français. On s'occupe des profils confirmés à C-level, on produit beaucoup de contenu à forte valeur ajoutée, comme des webinars comme aujourd'hui. Et on anime régulièrement des sprints tous les mois de recrutement
pour mettre en contact les membres de votre communauté qui ont le plus de pertinence à se rencontrer entre entreprises et talents pour des placements de postes. On a des coachs qui accompagnent tout le monde dans la communauté pour que chacun se présente sur son meilleur jour et faciliter la mise en relation. Donc, on voit que les réponses commencent à arriver sur le chat. Donc, à peu près la moitié des gens ont déjà mis en place une certaine notion d'observabilité. C'est plutôt chouette. Quelques-uns en ont pas le besoin, moins que ce que j'aurais imaginé. Je vais donner la main peut-être aux questions. Alors, on avait quelques questions intéressantes. Il y a Anthony qui nous parle de qui s'occupe de ça chez vous. Okay. Comment on peut lui donner la main, Sarah? Olivier Dziobiaki. Non, mais c'est bon, juste si Olivier peut répondre. Ouais, vous voulez que je réponde en directement? Ouais. Ok. Alors, donc nous, on a fait une stratégie, alors de notre côté, pour comprendre un peu le contexte. Aujourd'hui, notre équipe DevOps, c'est une personne. Ouais. Donc, en fait, aujourd'hui, notre équipe DevOps, c'est vraiment une seule personne. Mais pourtant, on est vachement avancé sur la partie monitoring et sur la partie observabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on utilise beaucoup de choses déjà, on va dire déjà faites as a service. Donc, on est vraiment, en fait, on est à 100% dans le as a service. Donc, toute notre plateforme d'observabilité, elle n'est pas hostée chez nous. Elle est hostée, typiquement, là, on utilise Elastic Cloud. Et donc, la partie APM, c'est sur Elastic, le REM, c'est sur Elastic, la partie log, c'est sur Elastic. Et en fait, au tout début, on hostait tout nous-mêmes. Typiquement, on hébergeait nous-mêmes notre Elasticsearch. Et en fait, ça crée plein de problèmes. Tous les 2 jours, il fallait qu'on aille gérer les index. Il y avait les sharding qui n'allaient pas. On avait tout un tas de problèmes en fait, de maintenance sur des outils qui finalement, on avait mis en place nous-mêmes. On se disait que c'était plus simple au début, mais en réalité, c'est bien plus simple de passer sur du as a service. Et ça nous permet en fait de le déployer très rapidement. Et donc aujourd'hui, l'outillage en termes de dev, on va dire, il est développé du coup par nos prestataires. Et ensuite, la mise en place de ces outils, elle est faite par chacune des équipes. Et donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va porter, l'équipe DevOps, avec l'aide des tech leads, va porter en fait un exemple. Typiquement, on met en place, à l'époque, on a mis en place l'APM sur nos applicatifs. On met en place l'APM sur un seul service. On le fait bien, proprement, on prend le temps de le faire. On écrit une doc qui va avec. Et ensuite, on va aller former les autres équipes en leur expliquant l'APM, comment ça fonctionne. Alors évidemment, on va voir ça sous le prisme du gain. On va se dire, OK, en fait, on voit vraiment ce qui se passe de bout en bout. On voit du coup sur un dashboard la décomposition des requêtes et donc l'impact sur le temps de debug qui est du coup beaucoup plus rapide. Et donc, du coup, les développeurs, ils voient tout de suite l'intérêt et en général, ça va les aider à réduire leur stock d'incidents. Et donc, c'est des pratiques qui vont se généraliser assez bien et assez vite. J'ai jamais eu trop de friction sur ces outils. En général, la friction initiale, c'est comment on le met en place, en fait, c'est surtout sur la mise en place initiale. Donc, si vous arrivez à shortcutter ça en mettant un peu une task force, on va dire dédiée, qui met en place ça sur un outil, sur une technologie, qui met en place un exemple, et qui permettent aux autres équipes de le répliquer, ça vous permet après derrière d'accélérer grandement la mise en place de ces outils. Super, merci beaucoup. J'ai une autre question de Andy qui demande pourquoi vous avez choisi Elastic par rapport à New Relic, Datadog ou Grafana Cloud, et est-ce que vous utilisez OpenTelemetry? Ouais. Alors, OpenTelemetry, on l'utilise sur certains de nos environnements, enfin sur certains de nos services, on va dire. C'est pas encore bien généralisé via Kubernetes, finalement. Après, alors pourquoi Elastic versus Pager, versus New Relic ou versus Grafana Cloud? Alors, plusieurs choses. Déjà, New Relic, on évite au maximum parce que on trouve que c'est trop cher. On trouve que c'est trop cher par rapport à la valeur apportée.
Elastic, on aime bien parce que ça nous permet de le déployer sur le cloud qui nous intéresse. Donc, on n'est pas vendor locké en quelque sorte. Alors déjà, on le déploie sur le cloud qui nous intéresse. On utilisait déjà, on va dire de manière historique, beaucoup de technologies élastiques, Elasticsearch, pour toute la partie log. Et en fait, on est rentré en réalité par la partie log. Notre problématique initiale, c'est de se dire: «Bon, j'ai envie de centraliser mes logs». Donc, il y a globalement, 2 acteurs qui font référence, hein. Il y a Grafana d'un côté, Grafana Lab, de l'autre côté Elastic Cloud. On s'est plutôt orienté, vers du élastique. On avait la connaissance en interne, ça marche bien. D'un point de vue, coût, c'est complètement OK. Je sais qu'on peut avoir des optimisations sur Grafana. Ça peut être intéressant d'avoir des optimisations, notamment avec la solution qui s'appelle Loki. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on est tellement intégré maintenant dans l'écosystème élastique que finalement le coût de switch est trop important, donc on n'a pas forcément envie de faire un switch, vers un autre prestataire. En fait, il fonctionne très bien, donc il nous convient en fait. On va être assez pragmatique là-dessus et après ce qui est top, c'est que du coup on utilise tous les outils, de bout en bout, de la plateforme. Alors évidemment le talk il est pas sponsor, hein, par Elastic, mais bon, voilà, on l'utilise énormément, donc très, très intéressant. On avait, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début, on avait, une grosse stack, Prometheus, une grosse stack Prometheus, Grafana et cetera et en fait, on l'a fait décroître énormément et là, maintenant, on est vraiment, 100 sur du Elastic Cloud. Je pense qu'on est sur ce choix-là parce que c'est ce qui minimise nos opérations. Finalement, on arrive à gérer, une infrastructure qui est, énorme, avec un trafic énorme avec seulement un DevOps. Donc c'est quand même énorme de pouvoir faire ça. Ok. Et en termes de coût, qu'est-ce que ça représente, cette partie-là, par rapport au côté applicatif? Mmh, 10. C'est entre 10 et 15 du prix de l'infrastructure. Ok. Les plus gros challenges, question de Michel, c'est quoi les plus gros challenges que vous avez rencontrés pour mettre ça en place? Mmh. Le plus dur au début, c'est qu'en fait, tu commences avec une certaine stack et il faut que tu migres. Et donc, nous, il fallait qu'on migre d'une stack A vers une stack B. Et en fait, les freins, ils sont pas tant techniques, ils sont plus opérationnels. C'est, former tous les développeurs à bien utiliser ces outils. Très souvent, les freins qu'on observe, c'est pas tant dans l'information, elle est pas dispo, mais c'est plus dans je sais pas forcément la trouver. Et donc, il y a aussi un enjeu assez important de formation voilà, parce on est sur des outils, qui sont pas forcément heu, les plus utilisés côté développement. Et donc la formation, elle est capitale, hein, finalement. C'est, bien formé sur comment je cherche un log, sur, comment, à partir d'un incident, que je vois dans Sentry, une erreur qui remonte dans Sentry, comment je retrouve les logs qui vont avec, comment je retrouve, les métriques qui correspondent à ce moment-là, et ainsi de suite. Et donc, nous, on a eu pas mal de freins là-dessus et après les freins sur, l'implémentation, on va dire initiale. Donc là, en ce moment, typiquement, on est en plein dans l'implémentation du Real User Monitoring. Donc on l'a mis en place sur 2 de nos fronts et là maintenant on est en train de le propager et donc c'est toujours l'enjeu de se dire: «Bon ben, j'ai ma roadmap produit, ma roadmap technique, comment on met en place, ça, ben, au fil de l'eau?» Et nous c'est capital en fait que ces éléments-là, ils soient bien visibles de tous, soient présents dans notre roadmap et que finalement on explique aussi les gains et c'est pas juste des trucs techniques, hein, ça permet d'accélérer le lead time côté incident, ça permet, d'avoir une meilleure vue également proactive, du système. C'est-à-dire qu'on va savoir, en avance de phase quand des problèmes vont arriver et donc ça, en fait, ça évite que des incidents se produisent. Ok, top. J'ai une question aussi de Bogdan qui nous demande comment vous gérez l'attribution des alertes pour savoir qui s'occupe de quoi, comment ça se passe? Mmh. Alors ça, c'est un bon point. Donc, typiquement, alors ça, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que, on a découpé en fait, nos produits enfin notre chaîne de valeur en un ensemble, d'équipes. Donc, on va avoir, par exemple, la prise de commande, on va avoir, l'encaissement, la gestion de la cuisine et cetera. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est que, quand une alerte apparaît, cette alerte, elle va apparaître du moins au début, enfin, comme c'est un système distribué, on pourrait avoir des problèmes sur plusieurs produits, mais on va dire qu'elle apparaît bien quelque part, en entrée. Et donc, quand elle apparaît à un endroit donné, on sait quelle équipe
enfin, il y a un ownership du coup de à quelle équipe ça appartient. Et donc, c'est assez facile après de redistribuer ça. Sachant que nous, ce qu'on fait, c'est que dans nos projets, hein, côté monitoring, on va tout taguer. Donc, on va dire, ben là, ça, c'est un log sur tel composant, ça, c'est une alerte sur tel composant, etc., etc. Donc, après, derrière, on peut attribuer automatiquement en disant, bon, ben là, c'est un log qui est apparu sur tel produit, donc c'est telle équipe. Et donc, après, on va l'attribuer à l'équipe et ensuite charge à l'équipe après de le dépiler à sa manière. Ok, top. J'ai une autre question sur à quel moment ça te paraît pertinent de mettre en place ce genre de choses? Est-ce que tu mets from day one un certain nombre d'outils? Est-ce qu'il y a un moment clé à partir duquel il faut commencer à mettre en place une stack un peu plus costaud? Et quel cheminement tu as eu pour arriver jusqu'à ce que tu as aujourd'hui, qui est assez complet? Ouais. Alors, je dirais qu'il faut toujours faire par rapport au contexte de son entreprise. Donc ça va dépendre aussi de la maturité du produit, du nombre de personnes dans l'équipe de développement parce que finalement, heu, si tu es tout seul, dans ton équipe de dev, c'est important d'avoir des monitoring. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu vas avoir un incident, tu vas quasiment savoir directement d'où ça vient. Parce que c'est toi qui fais les changements, c'est toi qui t'en occupes. Donc en fait, ta stack de monitoring, elle va pas forcément t'apporter énormément de choses à l'instant. Parce que comme je disais, tout l'objectif de ça, enfin de cette stack, hein, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc en fait, du coup, je répondrai à cette question sous ce prisme-là, en me disant, ben, à quel moment on comprend moins bien ce qui se passe. C'est à des moments où on a des équipes qui deviennent de plus en plus grosses parce qu'il y a des changements qui s'opèrent par de nombreuses personnes différentes sur plein d'endroits différents du code. Et donc, quand ces changements commencent à devenir nombreux et qu'on commence à être de plus en plus nombreux, eh bien, c'est de plus en plus important d'avoir une observabilité qui devient forte. Et donc, c'est pour ça que, mine de rien, quand on va dans des entreprises qui sont de plus en plus grosses, eh bien, ils ont une observabilité de plus en plus fine. Et c'est justifié par le fait que tu as beaucoup de monde qui a changé beaucoup de parties. Donc, tu as besoin, en fait, de ça, enfin, pas tout le monde va savoir tous les changements qui vont être opérés. Et ce qui va souvent arriver, c'est que côté incident, on va voir arriver des trucs qu'on ne sait pas forcément d'où ça vient. Et là, l'enjeu, c'est d'avoir ces outils-là pour justement permettre d'avoir le debug. Donc, je dirais, en initial, commencer par les chemins critiques, les chemins nominaux. Voilà, si par exemple j'ai une appli de commande, ben, je vais monitorer le fait que je peux passer une commande et que le paiement se passe bien. Et plus on avance, plus monitorer des sous-parties de manière plus fine et surtout mettre en place des standards. Parce que, voilà, on va commencer à avoir des équipes différentes qui vont commencer à toucher des parties différentes. Donc il y a une histoire de comment j'harmonise aussi l'observabilité entre les différentes équipes pour avoir des produits qui sont tous à peu près au même niveau. Ok, super, merci. J'ai une question de Bastien qui nous demande si l'observabilité, c'est applicable à d'autres choses que le développement. C'est-à-dire, toi, tu l'utilises principalement pour le debug, mais est-ce qu'il y a d'autres use cases qu'on peut trouver pour ça? Ah oui, complètement. En fait, en vrai, l'observabilité, c'est un truc, c'est vrai sur tout. En soi, quand je suis à l'hôpital et que j'ai un électrocardiogramme sur moi, c'est une observabilité, du corps humain. C'est, bah, enfin, les systèmes vitaux et cetera. Et donc en fait, tu peux l'appliquer vraiment à tout, hein. C'est juste avoir une boucle de feedback. C'est en gros comprendre ce qui se passe sur un système, avoir une boucle de feedback et des alertes automatisées sur, ce qui se passe pour pouvoir réagir et corriger. Et donc, c'est finalement, j'ai une situation anormale que tu veux faire revenir à la normale. Donc ça s'applique côté produit. Tu peux avoir des statistiques, ben, du coup, des statistiques vraiment orientées product, hein, où tu vas te dire: «Bon, ben, voilà, mon formulaire, est-ce qu'il convertit comme je veux? C'est quoi un taux de conversion normal? Là, j'ai un taux de conversion anormal. Qu'est-ce qui fait que, il est anormal?» Et donc, en quelque sorte, on parle d'incident, on parle de bug, mais si on généralise un peu la notion, on pourrait tout simplement parler de comportement anormal. Et donc ça, c'est un incident. Et en fait, je peux l'appliquer sur tout. J'ai un incident sur ma partie design, c'est pas pixel perfect comme je voulais par rapport au design que j'ai fait. J'ai un incident sur la partie produit. J'ai un incident sur la partie marketing. Mon taux de conversion, d'un coup, il commence à diverger. Bon, ben voilà. Et ça, on le voit beaucoup, hein. Côté marketing, c'est très data driven. Côté product aussi. Côté tech, forcément. Mais en vrai, on peut aussi l'appliquer, enfin, je sais qu'il y a certaines sociétés qui l'appliquent également, sur la partie commerciale de manière assez intensive, pour faire, voilà, des sales machines. Tout ça, c'est toujours la même mécanique, c'est récolter des données, mettre des métriques dessus et après rajouter de l'automation, pour, pouvoir, faire converger. Super, merci beaucoup.
On va arriver bientôt au bout du webinaire. Est-ce que vous pourriez tous nous indiquer avec une note sur 5 ce que vous avez pensé de ce talk et faire vos feedbacks dans les commentaires, hein, s'il vous plaît. On vous enverra dans la journée un email avec les points clés à retenir de tout cet échange et les membres recevront dans quelques temps le lien avec le replay dans la newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le prochain webinaire, ce sera chez Algolia, enfin avec Algolia sur le billing system scalable et flexible. On vous mettra le lien dans le chat. Et pendant que les gens répondent, Olivier, est-ce que tu auras envie d'ajouter un mot de la fin ou quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de mettre en avant? Eh ben déjà, je tenais à vous remercier pour l'invitation. C'était vraiment hyper cool de partager ça avec tout le monde. 2, j'aurais aimé faire la démo. Bon, c'est pas grave. Prochaine fois, on fera une démo. On était un peu court. Ouais, c'est ça, on était un peu court, c'est pas très grave. Mais en tout cas, c'était vraiment super de pouvoir échanger avec vous. Et 3, je suis preneur si dans l'assemblée, vous avez des retours ou de l'expérience sur l'observabilité, je suis aussi preneur d'échanger avec vous là-dessus. Super. Bon, et bien écoute, merci encore Olivier, c'était vraiment très instructif, très intéressant et il y a pas mal de choses à en retirer, la façon dont vous l'avez organisé du front au back, end-to-end, c'est assez puissant. Merci donc beaucoup à toi, merci à tous d'avoir participé et je vais vous souhaiter une très très bonne journée et à bientôt j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, au revoir.